Si tu veux savoir comment devenir un joueur de cible et pas un joueur de swing, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paul et bienvenue sur Tribu Golf. On a vu dans la dernière vidéo qu'il y avait une partie consciente et une partie inconsciente et qu'il fallait savoir gérer les deux pour réussir à être performant, peu importe la discipline. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te la mettrai dans ce coin de ton écran. Quand il s'agit de la distinction entre conscient et inconscient, la cible peut être floue, c'est un petit peu entre les deux. Parce que si la détermination de la cible semble consciente, on choisit là où on veut aller, la manière d'exprimer et de visualiser cette cible, pour le coup, devient inconsciente. Et on va voir que c'est justement ces deux parties qu'il faut maîtriser pour devenir un bon joueur de cible. L'être humain, depuis des millions d'années, est un chasseur-cueilleur. C'est-à-dire que pour survivre, il doit d'une part être capable de chasser, et donc depuis toute l'évolution, être capable de lancer des objets avec précision sur sa cible. On a donc développé une habilité inouïe dans le règne animal à lancer des objets avec précision. Et c'est donc la coordination entre l'œil et la main qui va permettre un lancer précis. Le golf, certes, il y a le club en intermédiaire, c'est pas parce qu'il y a quelque chose entre les deux que ce n'est pas un sport de lancer. En réalité, on lance un club qui va toucher une balle pour atteindre l'objectif. Donc en fait, le club n'est qu'une extension des bras pour le lancer. On est donc équipé biologiquement de par l'évolution pour que notre œil puisse repérer facilement des cibles et que notre corps s'organise pour les atteindre. Pour faire le parallèle avec justement cette vision qui crée la technique et la manière dont on s'organise pour atteindre la cible, je vous renvoie à tout ce qui est par exemple tir à l'arc, tir sportif, biathlon, etc. D'ailleurs, j'avais dans une de mes dernières vidéos une personne qui m'expliquait qu'il avait fait du tir sportif et que ce que je lui expliquais entre le conscient et l'inconscient faisait sens. Et bah tu vas voir dans cette vidéo, tu vas encore en apprendre un petit peu plus. Mais au golf, on a un grand problème. On ne voit pas la cible. Quand on est à l'adresse, on arrête de regarder la cible pendant un instant. C'est le seul sport où on ne regarde pas en jouant là où on va. Par exemple au tennis, quand on tape la balle, on regarde là où on veut la mettre, on regarde pas notre raquette en train de taper la balle. Et du coup, c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Comment on fait pour donner une cible claire à son corps qui est conçu pour envoyer des choses sur une cible si on ne regarde pas la cible? Et bien, c'est là qu'entre la distinction entre le conscient et l'inconscient. Le conscient détermine la cible. Déjà, avant de s'organiser pour essayer d'atteindre une cible, il faut déjà savoir ce qu'on vise. Et au golf, c'est pas une moindre partie de l'exercice. Le fait de choisir une cible est en soi extrêmement important, notamment que ce soit par rapport aux éléments extérieurs, pour contrecarrer le vent, ou l'effet qu'on a tendance à donner, ou un lie particulier qui va avoir tendance à emmener notre balle. Donc déjà, déterminer la cible par rapport aux trajectoires probables de la balle est un travail du conscient. L'autre travail du conscient, c'est de déterminer la cible par rapport à la stratégie. C'est les calculs de distance, d'où l'intérêt de connaître à la fois vos distances au carré et vos distances finales pour pouvoir prendre une bonne cible, parce que si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez simplement pas devenir un bon joueur de cible, parce que vous n'aurez tout simplement pas la bonne cible. C'est donc à ce stade que, avec sa partie consciente, c'est-à-dire la manière réfléchie dont on est la plupart du temps, on va élaborer des carnets de parcours. C'est l'intérêt de la reconnaissance. Quand on est en reconnaissance, l'intérêt, c'est pas spécialement de s'entraîner à repérer des cibles et à les viser. L'intérêt, c'est de voir, ok, si je vise telle cible, qu'est-ce qui se passe? Si je vise telle autre cible, qu'est-ce qui se passe? Puis après, de le reporter sur son carnet de parcours en disant, très bien, il faut que je joue tel coup, par exemple, avec tel club et tel effet, pour atteindre tel résultat. Ce qui va d'ailleurs être important pour générer de la confiance. Parce que plus on est confiant dans sa cible, et plus on a de chances de l'atteindre. Selon Bob Rotella, donc l'un des premiers préparateurs mentaux sur le PGA Tour, il y a 3 phases dans la sélection de la cible. La première phase, ce sont sur les longs coups. On prend ce qu'on appelle des cibles de direction. C'est-à-dire qu'on vise une cible qui n'est pas forcément l'endroit où on veut que notre balle termine. C'est ce qui se passe quand on vise un arbre, mais qu'on sait très bien on ne va pas aller dans l'arbre, on veut s'arrêter avant. C'est aussi utile lorsqu'on ne voit pas là où on veut tomber. Par exemple, lorsque on a un green en aveugle, soit parce qu'il est en hauteur, soit parce qu'il y a une butte avant. Un petit bémol là-dessus, certaines personnes préféreront toujours avoir des cibles au sol, même sur leur mise en jeu, même sur leur lay-up. En termes d'intention, c'est que j'ai l'intention d'envoyer ma balle vers. Il n'y a pas la dimension profondeur.
D'où l'intérêt, encore une fois, de connaître ces distances. Parce que si je sais pertinemment que même en étant parfaitement relâché, je n'atteins pas le danger, je peux me permettre de jouer 100% relâché. Deuxième cible selon Rotella, à partir du moment où on entre dans le petit jeu, alors pour des professionnels ce sera à peu près 130 mètres, etc. Pour des amateurs, 100 mètres. Disons, à l'intérieur de la distance du pitching wedge, la seule cible viable, c'est le drapeau. Ça, c'est selon Bob Rotella. Il y a d'autres courants de pensée qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, notamment chez des amateurs qui ne visent pas à scorer très bas ou dans le par. Parfois, se contenter du milieu de green, ce sera très bien. Mais l'intérêt de ce que dit Rotella, c'est que quand on entre dans cette distance de wedging, on veut avoir une cible très précise. Même pour certaines personnes qui ont besoin d'avoir des cibles un petit peu plus larges, quand on arrive sur des attaques de green, on n'a pas la même notion de cible large. Donc on rentre quand même, on resserre un petit peu la cible. Pour certains, le drapeau, ce sera absolument parfait. Pour certains, ce sera un cercle de à peu près 2 mètres autour du drapeau qu'ils vont viser parce que ça va les rassurer. C'est la distinction entre les personnes qui sont précises et les personnes qui sont larges. J'en ai beaucoup parlé dans mes newsletters, on en reparlera dans de futures vidéos. Et le troisième niveau, quand on entre sur du chipping, donc là vraiment à moins d'une vingtaine de mètres, à moins d'une quinzaine de mètres du green, entre 20 et 15 mètres autour du green, et tout le putting, la seule cible, ce n'est plus le drapeau, ce n'est plus 2 mètres autour du drapeau, c'est le trou. Là, peu importe la manière dont vous visualisez les autres cibles, le trou devient la seule cible. Cependant, pour certains, ce sera une petite partie du trou. Pour certains, c'est carrément un brin d'herbe ou l'équivalent d'un tee. Pour d'autres, c'est une petite porte de la largeur d'une balle dans le trou. Et pour d'autres, c'est le trou dans sa globalité. Mais je vous encourage à essayer ces différents niveaux de précision. L'important, c'est pas forcément ce qui vous fait avoir les meilleures performances tout de suite. Ce qui est très important, c'est ceux avec lesquels vous vous sentez le plus en confiance. Moi, par exemple, si je prends des cibles trop précises, je vais avoir tendance à avoir des bons résultats sur une courte période. Par contre, je suis tendu et donc mes contacts de balles sont un petit peu moins bons. Donc du coup, j'ai pas des cibles qui sont si précises que ça. Ça, c'est vraiment la détermination de la cible consciente. Et là, avant de passer à la partie suivante sur l'inconscient, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il ne faut pas avoir d'immiscion du conscient dans l'action. L'action, c'est l'inconscient. Certains entraîneurs parlent de tirer le rideau, certains parlent d'une phase de réflexion, phase d'action avec une ligne imaginaire. Peu importe la manière dont vous le pensez, dont vous le vivez sur le parcours, etc. Peu importe, mais ce qui est très important de comprendre, c'est que la cible que vous allez choisir, que vous allez conscientiser dans cette phase de réflexion, elle ne doit pas être imposée avec des justifications à la partie inconsciente. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, c'est une manière assez compliquée de dire quelque chose de très simple. Si je dis « il faut que je vise la partie gauche du fairway parce qu'à droite il y a de l'eau », là, je viens de tuer mon inconscient. Mon conscient comprend très bien, va sur la partie gauche pour éviter la partie droite. L'inconscient ne comprend pas la négation. L'inconscient ne réfléchit pas. L'inconscient sent et ne comprend que les images. Donc si vous lui dites « pas eau », en fait, vous lui envoyez l'image de l'eau. Pas eau n'existe pas en termes d'image. Du coup, qu'est-ce qui est important de comprendre dans cette distinction conscient-inconscient ? C'est que le conscient choisit une cible positive, adaptée en termes de précision par rapport à vos préférences. Ça peut être pour certains un arbre, un tronc d'arbre, une feuille de l'arbre, peu importe. Mais c'est une cible positive et une fois que ça c'est fait, stop. Il ne faut pas donner plus d'informations que ça à son inconscient quand on passe dans la phase d'action, pour que son inconscient puisse s'approprier la cible, ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vais commencer tout de suite par clarifier un point, ou plutôt un mythe. Il y a pas mal de personnes qui parlent de utiliser la persistance rétinienne, c'est-à-dire regarder quelque chose avec attention, puis fermer les yeux et continuer à voir cette chose. Mais continuer à en voir les contours. Ce qu'il faut comprendre avec la persistance rétinienne, c'est simplement que votre œil va garder en mémoire une partie de la lumière qui vient juste de rentrer au moment où vous fermez votre paupière. Par exemple, si vous voulez faire le test, regardez une lampe, là j'ai une lampe qui est assez forte qui m'éclaire, je regarde la lampe, je ferme les yeux, je regarde par ici, je vois toujours la lampe. Mais je la vois ici, alors qu'en fait ma lampe,
vous la voyez pas, mais elle est par là. La persistance rétinienne en elle-même n'a pas une grande utilité. La persistance rétinienne, c'est simplement ce fait effectivement de regarder quelque chose avec attention, de fermer les yeux et de pouvoir toujours à peu près en voir les contours. En revanche, ce qu'on va utiliser, c'est effectivement l'image de ce que je viens de regarder. Par exemple, si je regarde là-bas, je vois un carton de balle qui est posé derrière la caméra. Je peux regarder ce carton de balle, regarder la caméra et continuer à voir ce carton de balle, pas uniquement avec ma vision périphérique, mais vu que je viens de le voir, je sais quelles sont les lettres qui sont écrites dessus, quelles sont les couleurs, etc. L'idée, c'est pas de se servir de la persistance rétinienne en regardant quelque chose avec attention, puis en jouant tout de suite avec une vague idée encore de à quoi ça ressemble et du contour. Ça, c'est la persistance rétinienne, mais c'est pas de ça qu'on va se servir. Nous, ce qu'on va se servir, c'est de la visualisation, et d'ailleurs, je vais même rayer visualisation, on va se servir de l'imagination. Pourquoi est-ce que je préfère parler d'imagination? Dans imagination, il y a image. Mais une image, elle n'est pas forcément visuelle. Par exemple, je peux très bien vous demander d'imaginer que vous êtes en train de sentir une rose. Vous pouvez très certainement retrouver la sensation du parfum de la rose. Donc l'imaginaire est plus large que la simple visualisation parce qu'il y a plus une palette de sens. Alors effectivement, l'odorat et le goût au golf, ça va pas nous servir du tout. Par contre, ce qui nous reste, c'est ce qu'on appelle donc le visuel, hein, la vision, la vue, ce qu'on appelle le kinesthésique ou le sens du toucher. Ça peut être le toucher du club, mais ça peut aussi être la manière dont je bouge avec mon corps. Donc par exemple, quand certains joueurs vous disent pour faire un draw, je pense draw, en fait c'est que leur corps sait ce que c'est que de faire un draw. Ça c'est une sensation kinesthésique. Et le troisième qui peut nous servir, c'est l'auditif. L'auditif, il peut être interne. Par exemple, si j'arrête de parler mais que je faisais comme une voix off pour faire la petite voix dans votre tête, ce serait de l'auditif interne. Et il y a l'auditif externe qui est par exemple « allez, on y va ». On est tous plus ou moins sensibles à tous ces sens. Pour la plupart d'entre nous, quand on est valide, on a tous ces sens, bien évidemment, mais certains se reposent plus sur certains sens que d'autres. Vous pourrez faire attention la prochaine fois que vous discuterez avec quelqu'un. Certaines personnes vont vous dire « je vois ce que tu veux dire », ça c'est quelqu'un qui est plutôt type visuel. Certaines personnes vont vous dire « j'entends ce que tu me dis », c'est plutôt auditif. Et certaines personnes vont vous dire « oui, je sens bien ce qui va se passer ». Effectivement, alors dans certaines situations, bien évidemment, on ne peut utiliser que l'un, mais certaines personnes dans des situations, disons, neutres, vont avoir tendance à utiliser plutôt l'un que l'autre. Et ça peut être révélateur de préférence. Quand on parle de visualiser ou du coup d'imaginer, on peut, pour certains, visualiser la trajectoire de la balle sous forme de film. Certains vont préférer avoir une photographie de là où ils veulent aller, par exemple une zone qui s'illumine dans leur tête, ou simplement l'intention qui se porte sur un seul élément. Certains ont vraiment besoin de visualiser la trajectoire du décollage de la balle jusqu'à l'atterrissage. Par exemple, Jack Nicklaus, lui, disait même qu'il voyait la balle rouler au sol, etc. dans l'air. Bon, là, c'est le niveau le plus poussé de visualisation. Ça, c'est du pleinement visuel. Ce qui est important de comprendre avec ça, c'est la manière dont on se parle à soi-même. Ça, c'est le lien entre le conscient et l'inconscient. C'est presque notre lien entre la partie 2 et la partie 3 dans laquelle on est en ce moment. En fait, il faut comprendre la manière dont vous vous parlez à vous-même pour pouvoir choisir des cibles efficacement. Sinon, en fait, c'est comme si vous vous parliez en chinois à vous-même. Et du coup, votre cible n'est pas très claire. Je suis sûr que certains d'entre vous, encore aujourd'hui, ne comprennent pas quand on leur dit « prends une cible », enfin, ils regardent la cible et puis après, ils jouent, mais il n'y a pas forcément de lien entre les deux. C'est parce qu'on vous a appris une seule modalité, qui est de voir, mais on ne vous a pas appris les autres. Donc essayez de vous parler, que ce soit à haute voix ou intérieurement, ou de faire des gestes, ou de sentir d'une manière ou d'une autre. Et vous allez voir, peut-être que vous allez découvrir une nouvelle manière d'imaginer plutôt que de visualiser. Et la deuxième partie sur la cible, qui est importante pour discuter de son conscient sur son inconscient, c'est les qualités qu'on va donner à notre cible. Donc j'ai parlé juste avant de photos ou de vidéos, mais il va y avoir aussi le fait, ce dont je vous parle depuis le début, de prendre des cibles précises ou larges. Ça dépend des types de personnes. Il va y avoir également le fait de prendre des cibles, de les rendre plus lumineuses ou pas forcément. Certaines personnes vont par exemple leur donner une couleur. Certaines vont imaginer leur trajectoire avec une ligne rouge, comme le Trackman. Certains,
au putting voit simplement un trajet dans l'herbe ou repère des petits passages dans l'herbe qui sont concrets. Toutes ces différentes qualités qu'on va donner à la cible comme information pour après dire à notre inconscient c'est ça que je veux, c'est ce qu'on appelle des submodalités. Quand on a un préparateur mental qui fonctionne sur ce type de système, donc qui est basé principalement sur la PNL mais pas uniquement, qu'on peut explorer les submodalités avec une personne, parce que ça peut être assez difficile de le faire soi-même, mais quand on a quelqu'un pour nous tenir le miroir, et aussi on a l'œil extérieur, de voir, même si on a tendance à être très orienté sur le résultat, on peut voir si ça a créé de la tension, si ça a créé des choses bizarres dans le geste, en mettant telle ou telle submodalité. Par exemple, certaines personnes ont besoin de voir un film, mais lent, sinon ils vont accélérer leur rythme de jeu. Mais ça ne vous empêche pas de faire des tests vous-même pour voir si vous trouvez des choses. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette vidéo c'était donc comment communiquer de son conscient à son inconscient la cible qu'on souhaite atteindre, et après laisser son inconscient jouer avec cette image de la cible. Et donc pour devenir un joueur de cible, il faut devenir très bon dans sa capacité à sélectionner une cible et à se la communiquer efficacement à soi-même pour chercher à l'atteindre. Pour donner un exemple de dialogue interne, si je suis à l'adresse d'un putt et que je me dis juste « fais pas 3 putts », il n'y a pas 3 putts. Donc déjà, ça ne marche pas. Et je suis plus en train de viser le trou, j'ai plus de cible du tout. Et là, du coup, ça devient quasiment impossible d'obtenir un bon résultat. Et vous l'aurez compris, le rôle du préparateur mental, c'est de vous aider à mettre ça au clair dans votre tête pour réussir à jouer pour la cible. Et c'est ça qui fait qu'on va se rapprocher de plus en plus de nos cibles et qu'on va aussi éliminer tout un tas de choses comme « ne va pas dans l'eau » qui vous fera presque inévitablement aller dans l'eau, ou un coup de compensation, c'est-à-dire si l'eau est à droite, un gros hook à gauche, là au moins vous êtes sûr de ne pas être dans l'eau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle était un petit peu longue, on passera sur du un peu plus concret dans les prochaines, mais c'est important de comprendre ça pour comprendre l'approche mentale du golf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce bleu ou à me mettre un commentaire en m'expliquant les progrès que vous avez depuis les dernières vidéos, ou à me poser des questions si vous voulez que j'approfondisse des points de cette vidéo. Je le ferai avec plaisir en commentaire. Si vous voulez approfondir ces sujets et avoir plus de conseils pratiques sur comment les appliquer, je vous invite à rejoindre le club email. C'est la réunion des gens qui me suivent par email, à qui j'envoie un article exclusif qui n'est posté nulle part ailleurs chaque mercredi matin, avec des conseils pratiques et avec des approfondissements sur certaines des vidéos. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire à tout moment, et je ne communique pas les emails à qui que ce soit, la confidentialité est totale, donc ça ne coûte rien d'essayer. Pour s'inscrire, le lien est sous la vidéo. C'est tout pour moi, merci de m'avoir suivi, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.